Avant d'entrer dans le vif du sujet, de t'expliquer pas à pas la connexion avec ton tarot et comment en faire ton outil de prédilection pour t'enrichir humainement et spirituellement, à la fin du premier épisode, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il faudrait faire une présentation de quelques jeux. J'ai donc sélectionné mes 3 tarots préférés qui sont absolument parfaits pour débuter. Donc on va faire un petit tour d'horizon. Salut, salut. On a une invitée. Voici Freya, ma petite poupée, ma poupée de poil. Oui. Si tu as suivi le premier épisode de Comment bien choisir son tarot, tu as compris les raisons de ma préférence pour le tarot de type Rider-Waite, donc le tarot anglo-saxon. Donc point de tarot de Marseille par ici. On commence, on y va tout de suite avec le Lightseers Tarot de Chris Hahn, que tu as sûrement déjà vu passer un millier de fois sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. Il est très connu ce jeu, mais c'est pour moi un des meilleurs tarots qui existent pour les débutants parce qu'il est d'une facilité déconcertante. La lecture est très fluide, très simple. Vraiment, pour les novices, c'est du pain béni. C'est le premier tarot de type Rider sur lequel j'ai jeté mon dévolu. Ça fait un certain nombre d'années que je travaille avec. J'en suis à mon 3e exemplaire. Ce qui m'a tout de suite attirée dans le Lightseers, c'est le dos des cartes. C'est un peu bizarre, mais voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois, la connexion passe par là avant tout. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est un détail complètement anecdotique, mais pas tant finalement, parce que souvent, la connexion, elle se fait justement dans un infime détail. On ne sait pas pourquoi ça nous attire autant. Et puis quand on découvre le jeu, après on se dit, mais attends, en fait, les illustrations, là, c'est pas tout à fait à mon goût. Comment ça se fait que je sois comme aspirée par ce jeu-là en particulier, et c'est ce qui s'est passé avec le Lightseers, c'est-à-dire que j'étais pas spécialement fan au départ des illustrations, enfin du style, plus que des illustrations, parce que les couleurs, elles sont vraiment incroyables, dans le sens où elles vont apporter des éléments de lecture très intéressants. Il y a plein d'éléments, il y a plein de détails. On voit par exemple la différence entre 2 énergies. Ici, on a le 9 de denier, donc qui est quand même plutôt lumineux, on a cette notion d'abondance, et puis là par exemple, alors celui-là c'est le cavalier d'épée, on voit tout de suite que par rapport aux couleurs, on n'est pas du tout dans la même vibe. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important que ça se voit au premier coup d'œil. Ça fait émerger une sensation. Et c'est sur cette sensation qu'il va falloir se pencher pour la lecture. Mais ça, je le développerai petit à petit dans les différents épisodes. Je vous l'ai déjà teasé dans le premier. Mais j'ai été amenée quand même à faire ce petit interlude de présentation de jeu. Parce que si vous avez vu le premier épisode, comment bien choisir ton tarot, mais que vous hésitez encore, ça peut vous inspirer, si ça vous tilte, de vous diriger vers des jeux qui soient accessibles, en tout cas pour les novices. Voilà. Donc, le Lightseers, moi je m'y suis faite tout de suite. Vraiment, quand j'ai commencé les guidances, à donner des guidances, je travaillais avec le Lightseers. Et vraiment, il était épatant. Et c'est pas le jeu, c'est pas le jeu qui est magique, il devient le support de notre propre magie. Et plus la lecture est fluide, plus la magie se révèle. Plus c'est facile de faire émerger de soi ce que l'on ressent. Donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir son tarot. Vraiment. Je parle spécifiquement du tarot, mais ça fonctionne aussi pour les oracles. Donc voilà, grosso modo, je ne vais pas te montrer toutes les cartes, mais disons que tu comprends un peu le délire, la notion de, ici tu vois, cette femme qui est recroquevillée sur elle-même, qui a besoin de sécurité. On sent la notion de nid, de cocon. Voilà, le côté, j'ai vraiment besoin de me replier sur moi-même, de trouver un endroit où je me sente en sécurité. Ici, on a la notion des lunes. Des phases lunaires, on a la notion de cycle lunaire ici, donc de transformation, de mouvance. On peut vraiment tisser énormément d'histoires, et c'est ça qui compte. C'est à ça que servent les tarots, les cartes en général, c'est de pouvoir tisser des histoires. Voilà, donc le Lightseers, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs jeux. Et d'ailleurs,
cette carte me fait penser à ça. Quand j'ai fait mon premier salon, j'utilisais donc le Light Seers et c'est marrant parce qu'il interpellait pas mal de personnes qui venaient me consulter en disant waouh, mais ce jeu il est incroyable. Et oui, il est incroyable parce qu'on arrive à le lire, c'est-à-dire que les personnes que j'avais face à moi arrivaient elles aussi à comprendre l'énergie que j'étais en train de leur traduire parce qu'elles avaient le support sous les yeux. Et je trouve ça assez fabuleux parce que ça veut dire que c'est accessible à n'importe qui. Il n'y a pas d'élu qui soit, comment dire, supérieur aux autres dans la lecture des cartes. Et c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et ce jeu-là, je crois qu'il est extrêmement bien réalisé, en tout cas très bien illustré. Et il permet cette lecture intuitive. Voilà. Donc bon, je vais pas te montrer toutes les cartes une à une, hein. Il y a des vidéos qui sont déjà, il y en a pléthore sur internet, mais simplement voilà, te donner un aperçu, le Light Seers, si tu te connectes avec ce jeu, si d'emblée voilà, il y a si tu arrives à lire sans avoir besoin du livret, ça veut dire que le jeu est fait pour toi. Voilà. Le livret du Light Seers, il est plutôt concis, et ça on adore. Chris Anne, elle va vraiment à l'essentiel. Son travail, il est très pointu et pertinent à mon sens. On retrouve les éléments positifs, négatifs de l'énergie d'une carte, avec une petite explication qui permet d'approfondir sa réflexion sur cette énergie-là. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que on est sur des leviers de transformation plus que sur le bam, la carte elle est tombée à l'envers, c'est pas bon. Voilà, donc ça j'aime beaucoup et d'ailleurs en général j'aime beaucoup son travail avec notamment l'oracle des créateurs sacrés que j'utilise beaucoup, je l'adore parce qu'elle a vraiment une vision du monde qui est très intéressante et qui est vraiment dans une dynamique d'évolution spirituelle plus que dans une forme de prédictivité des choses qui pour moi reste quand même très clivante. Voilà, par rapport à notre potentiel créateur. Le deuxième jeu que j'ai sélectionné, et non des moindres, c'est celui de Deborah Blake, très connu aussi. Ici, c'est sa version originale, Every Witch Tarot. Histoire de sorcière en français, me semble-t-il. Il est incroyable aussi. Après, il est plus spécifique, c'est-à-dire que si tu n'adhères pas à l'univers des sorcières, bah clairement, voilà, ça va pas forcément te parler, ça va plutôt te rebuter. Mais au-delà de ça, moi j'aime beaucoup cette imagerie-là, je suis vraiment fan des illustrations en fait de cet univers-là. Elles sont admirablement bien illustrées, c'est-à-dire qu'on comprend là aussi tout de suite l'énergie de la carte. Alors, je vais peut-être sélectionner, j'aurais dû le faire en amont peut-être, mais bon, peu importe. Par exemple, ça c'est l'ermite. L'ermite ici, au lieu d'avoir le mec errant avec sa cape et sa lanterne, on a une version un peu plus moderne, je trouve, avec cette femme qui est au milieu de la forêt et qui fait devant son feu de bois. Il y a cette notion de méditation, de recueillement, le fait d'être seul dans la forêt face à son feu intérieur aussi, on pourrait l'interpréter comme ça. Je trouve que voilà, ça apporte une dimension plus moderne, plus proche de nous finalement, parce que le tarot c'est quand même un jeu assez ancien. Et c'est vrai que moi, ce qui m'avait déplu dans le tarot de Marseille, c'est le fait que dans le livret, on retrouvait des notions vraiment archaïques, avec le fait d'aller en prison, par exemple. Moi, j'avais l'impression de jouer au Monopoly. Vous allez aller en prison. Enfin voilà, après, c'est vrai qu'il y a toute une portée symbolique, hein. Il faut quand même le lire au-delà du sens littéral, mais quand même, je trouve qu'il est un peu vieillot. En tout cas, il y a certaines éditions qui sont vraiment, qui ont besoin d'un bon coup d'un bon coup de rafraîchissement, enfin voilà, de ravalement de façade un peu. Bon voilà, aujourd'hui il y a quand même de quoi faire dans les propositions qui sont faites. Mais voilà, le tarot de Deborah Blake, pour moi c'est un de mes préférés. Je travaille beaucoup avec... qu'est-ce qu'on retrouve qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ici par exemple, le 5 de bâton. On voit la notion
de discorde, la dispute, les désaccords, et le fait que ces désaccords-là, de prêter plus attention au qu'en dira-t-on, et le fait de vouloir avoir raison, par exemple, fait que le chaudron déborde, et que quelle est la priorité, quel est l'essentiel? Est-ce que c'est pas de mener à bien un projet plutôt que de flatter son ego en disant « moi j'ai raison dans ce que j'annonce ». Voilà, je trouve qu'on peut très facilement tisser des histoires à partir de ce support-là, et c'est ça qui est assez fantastique. Oh, n'est-ce pas? Oui, je crois qu'elle est d'accord avec moi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre par rapport ici, par exemple, le 6 de Pentacle, hop, on a la notion de partage, de générosité. On voit cette sorcière qui a un panier, elle a tout ce dont elle a besoin, mais elle ne le garde pas que pour elle, et donc elle va le partager avec peut-être des nécessiteux, c'est-à-dire ce jeune homme, alors je vois pas très bien, désolée, je vais devoir mettre mes lunettes, mais on voit un jeune homme ici avec une vieille dame, donc des personnes qui sont peut-être un peu plus vulnérables, je ne sais pas pour quelle raison, et qui, elle partage ce qu'elle a. Voilà, c'est vraiment dans la notion de générosité. Donc en fait, tout ça pour montrer que c'est très facile d'accès et on n'a pas besoin forcément du livret pour pouvoir avoir accès à l'énergie de la carte, pour pouvoir y lire. Et quand bien même on extrapolerait l'interprétation, c'est-à-dire qu'on partirait dans les tours en s'inventant une histoire, mais c'est cette histoire-là qui compte au-delà de tout, au-delà de l'interprétation de l'auteur dans le livret ou de la symbolique de base, parce que ce qui compte dans le tarot, encore une fois, c'est de faire émerger ce qui dort à l'intérieur. Le livret dans ce tarot-là, alors bon, dans la version anglo-saxonne, après vous imaginez bien que c'est la même chose qui est traduite en français. Donc ici, dans la version anglaise, elle est très concise aussi, et ça, on adore. Donc on retrouve l'illustration de la carte, avec ici une explication très brève, enfin un petit couplet qui nous permet vraiment de comprendre l'énergie globale de la carte, et on a le développement, qu'est-ce qu'on trouve, la description de la carte et l'interprétation qu'on peut s'en faire. Ce que j'aime avec Deborah Blake, c'est qu'on est aussi dans une dynamique positive, constructive et positive. Là, pour le coup, elle n'énonce pas le positif, le négatif, elle ne met pas les choses en dualité. On est vraiment dans une... on peut lire ce tarot, c'est super. On peut lire ce tarot... on peut... Je vais y arriver. Elle nous a coupé. Elle veut participer, je crois. Ce que j'étais en train de dire, c'est que il n'y a pas... comment dire, on n'est pas obligé de s'enfermer dans une seule manière de fonctionner avec les cartes. Mais on peut, au contraire, explorer un tas de façons de faire différentes. Et c'est en ça que les livrets sont intéressants, plus que d'aller chercher l'interprétation de la carte. Mais de voir comment, lui, l'auteur, présente son travail et présente les tirages, présente sa manière de fonctionner. C'est ça qui est vachement intéressant, finalement. Donc, voilà, j'aime bien cette approche-là aussi. Après, on peut faire un mix. C'est-à-dire qu'on va tester une façon de faire, puis une autre, et puis encore une autre, et se dire, tiens, ça fonctionne plutôt bien pour moi, ça, bon, un peu moins, et peut-être que dans une autre phase de notre vie, les choses vont s'inverser. Et c'est ça qui est super intéressant, finalement, parce qu'il n'existe pas une seule manière de fonctionner. Mais disons qu'il y a plein de propositions et qu'on peut faire sa petite tambouille perso, et que cette tambouille-là, elle peut aussi évoluer au cours du temps. Donc voilà, moi je suis très intuitive dans ma démarche, c'est-à-dire que y a des moments où j'aime bien faire des tirages, tester ceux qui sont proposés dans les livrets, parce que j'y ai pas forcément pensé par moi-même. Des fois j'en invente, parce que ça me vient comme ça sur le moment. D'autres fois je travaille avec le sens inversé, d'autres fois je me dis, tiens, cette fois-ci on va s'attacher vraiment aux éléments qui sautent aux yeux sur la carte. Je vais garder le sens à l'endroit. Je veux dire, si elle tombe à l'envers, je vais pas la lire comme si elle était bloquée. Voilà, hop. Ça s'appelle la convention. C'est-à-dire que avant de faire un tirage, on va se dire, voilà comment j'ai envie de fonctionner aujourd'hui. C'est une façon d'explorer les choses. Voilà. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de tenir un journal de tirage.
Peut-être que j'en ferai une vidéo spécifique, je sais pas, on verra, hein, je suivrai mon intuition pour ce faire. Et je termine avec le dernier en date, voilà, c'est... C'est un gros coup de cœur, c'est le Jardin de la sorcière de Sacha Graham. Celui-là, je l'ai vu passer par hasard, alors même pas en vidéo ni quoi que ce soit, je crois que je l'ai rencontré sur un site. Vraiment, je cherchais même pas des tarots, quoi, enfin vraiment, et je me suis dit, waouh, il m'attire irrésistiblement. Et souvent, il y a ce côté, c'est pourquoi ça m'attire autant, j'ai pas besoin de tarot, j'ai pas besoin de tarot, j'ai pas besoin de tarot. Et en fait, je sais pas, il y a une forme d'appel. Quelle est ta façon d'être attiré par le tarot? Qu'est-ce qui fait qu'un jeu t'appelle? Qu'est-ce qui a ta préférence? Voilà, enfin, je sais pas, ce serait intéressant de voir les différentes manières. Donc voilà, pour en revenir à ce Jardin de la sorcière, ça a été un gros coup de cœur parce que bah, là, pour le coup, le dos de deck, voilà, enfin, il est très, on est encore plus dans l'univers de la sorcière. Après voilà, on aime ou on n'aime pas. Les illustrations, elles sont vraiment très très belles, très intuitives aussi. Enfin, il y a vraiment cette notion de couleurs, de détails, de choses où on peut vraiment tisser énormément d'histoires. Voilà. Et ah oui, alors ça, c'est la première fois. Alors, il existe sûrement des tarots où la force n'est pas représentée avec un lion, parce qu'il y a énormément de propositions qui existent. Mais disons que c'est la première fois, moi, que je tombe sur la force qui est représentée par un autre animal que le lion. Et je trouve, rien que ça me, ça me plaît. Parce que ça sort un peu de l'ordinaire. J'aime bien les choses comme ça qui sortent de l'ordinaire. Et elles ont, pareil, comment dire, une expressivité très intéressante. Ne serait-ce que par les couleurs, parce qu'on retrouve quand même les éléments à travers les couleurs, à travers les familles de cartes. Par exemple, ici, on est avec les bâtons, c'est la maison du feu. Il y a vraiment des couleurs très représentatives. D'ailleurs, avec les coupes, on est dans les abysses, quoi. Il y a vraiment, voilà, le peuple des mers. Je trouve ça, voilà, c'est, comment dire, au premier coup d'œil, on respire l'énergie de la carte. Et je trouve ça vraiment chouette. Ouais, voilà, c'est un gros coup de cœur. Voilà. Qui, moi, me parle énormément. Et alors, le livret, pour le coup, il est incroyable. C'est carrément un bouquin en lui-même. Il est extrêmement complet. On est parfaitement dans la démarche de développement spirituel. Dans le sens où on est quand même sur la notion de jardin, donc là où l'on va cultiver les graines qui vont contribuer à notre épanouissement. Donc pour moi, le tarot, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un allié qui va nous permettre de nous poser les bonnes questions, de faire émerger ce qui nous habite et de pouvoir s'interroger dessus. Plus que d'être dans la dynamique de prédiction, où je trouve où on s'enferme un petit peu dans une boîte. Voilà, c'était mes 3 propositions pour débuter le tarot. Est-ce que toi, tu connaissais ces jeux? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as d'autres propositions à faire? N'hésite pas à le partager dans les commentaires. Aussi, tu sais quoi faire pour encourager la chaîne. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À plus tard, les gâteaux!